Et avec vous également sur les réseaux sociaux, vous le savez, au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Et autour de cette table, je salue Jérôme Dubu. Bonjour. Jérôme. Tout va bien ? Très bien. Bon, membre Absolument. du pôle idée d'Horizon. Oui. Avec nous également Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. Membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Sophie de Menton, bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes tous les jeudis matins sur Sud Radio. Et Oui, Poulain, sans serviette réserve, ici. demain, il travaille. Oui, il est toujours là. Il travaille. Tout le temps. Ici. Je l'ai vu bosser ses dossiers pour demain. Dans un instant, avec vous quatre, nous allons évoquer donc la tournée, le voyage au Moyen-Orient d'Emmanuel Macron. Quel bilan peut-on en tirer de la situation, avec aussi ces questions. Le Monde a retenu son souffle ce matin avec les premières incursions des chars israéliens sur la bande de Gaza. Voilà. Est-ce que Benjamin Netanyahou hésite ou pas? La sécurité, le gouvernement n'est pas à la hauteur pour améliorer la sécurité des Français en banlieue. C'est une étude le baromètre Odoxa, le traditionnel baromètre Odoxa, qui est assez sévère sur le bilan de la sécurité globale pour le gouvernement. Et alors que Elisabeth Borne doit présenter cet après-midi ses préconisations et son plan anti-émeute après les violences du mois de juin dernier, début juillet, en présence de 500 maires. Tout ça se passe à la Sorbonne. Voilà pour le menu. On va commencer le tour de table par vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence par un coup de cœur. Et c'est vous, Sophie, pour une entreprise de chirurgie qui a révolutionné une entreprise à chirurgie. Bravo. Les implants mammaires. Et les implants mammaires pour les femmes malades. Je précise parce que je ne veux pas qu'on C'est pas pour l'esthétique, c'est pas pour l'esthétique. c'est vraiment Et c'est médical. un coup de cœur, coup de gueule, parce que cette boîte, elle est incroyable. Elle est à La Rochelle, société Messélis. Le patron s'appelle Guillaume Hoffmanski. Et ça fait 12 ans qu'il révolutionne la chirurgie pariétale, mammaire, dentaire, biomatériaux, donc très important. Ils ont obtenu la norme CE qui permet d'opérer sur le marché européen. 3 ans de processus réglementaire. Ils étaient en avance surtout. 3 ans de processus pendant qu'aux États-Unis et dans le monde, on fait évoluer aussi également vite ce type d'industrie pharmaceutique. Ils ont obtenu l'accord de la Food and Drug Administration, heureusement, plus rapidement. En France, alors, il y a un problème majeur parce qu'en plus, l'État finance au départ. Alors, c'est vrai. On finance au départ. Et puis, c'est le problème français, on ne peut pas grandir. Parce que d'abord, il n'y a pas assez d'investisseurs. Les investisseurs hésitent parce que la première chose, c'est que dès qu'une entreprise grandit, va bien, fait des bénéfices, on veut taxer. Donc, dès qu'une entreprise grandit, elle choisit de grandir ailleurs pour pas être taxée. Et je pense à cette boîte qui se bat et qui est absolument extraordinaire. Et comme elle a des produits qui sont très efficaces et que les hôpitaux n'ont pas d'argent, c'est encore un problème. On va voir les dépenses de l'État, on en parlera un de ces jours, avec la santé qui n'est pas assez financée. Donc même les hôpitaux choisissent des produits de moins bonne qualité. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est important en France de savoir que le choix des hôpitaux, on manque de médicaments bien sûr, mais même ils ont un budget tel, on peut pas leur en vouloir, ils choisissent des produits de moindre qualité. Donc c'est à la fois un coup de cœur formidable pour ce numéro 1 du marché. Numéro 1 du marché, meilleure technologie, fleuron français, mais une technologie qui coûte très cher. Et le risque, c'est que les hôpitaux commencent à y renoncer. Et c'est ce qu'il y a de mieux pourtant pour les patients. Donc, il faut quand même qu'on prenne conscience de ça parce que c'est un problème qui généralise et on ne le prend pas à la base. Donc, c'est un coup de cœur formidable pour cette entreprise. Et puis, c'est un coup de gueule parce que on dit oui, je sais, mais il se passe rien. Qui veut réagir notamment sur la question du financement des hôpitaux Pas sur le financement des hôpitaux. Non, mais quand je veux dire financement. Ça je veux sur pas. le coup de cœur, Je veux bien réagir sur la seconde partie, c'est-à-dire sur le coup de gueule de Sophie, que je partage pour moitié, parce que je trouve qu'il y a quand même eu depuis 2017 une évolution. Les investisseurs étrangers sont de plus en plus présents en France. C'est vrai, pour nous piquer nos boîtes. Non, pas seulement. Ils les achètent pour et ils vont à investir aussi l'étranger, dans oui nos ou boîtes. non Non, pas seulement. Quand vous regardez les chiffres, ils investissent aussi en France, ils créent des emplois. Oui, quand même, de temps en temps. Et c'est quand même un progrès. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça suffit, je suis d'accord avec Sophie, ça ne suffit sûrement pas, mais il y a quand même un virage et une impulsion qui ont été donnés en 2017
qui a quand même changé les choses. On est quand même aujourd'hui le pays européen où les investisseurs étrangers sont les plus présents. Depuis 5-6 ans, c'est la norme. Donc on n'en parle pas parce que c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Simplement, c'est quand même un changement. Mais c'est un changement, mais je vous promets qu'ils repartent. Non, pas toujours. Il n'y a qu'à voir la vallée. Certains investissent, ils restent, ils créent des emplois. Alors, par exemple grosse boîte. Non, il y a des tas d'exemples. Il y a 300 implantations de boîtes étrangères en France depuis 2017 par an. Bon, c'est pas négligeable. C'est plusieurs milliers d'emplois. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non, mais je ne veux pas être totalement négative, mais on n'est pas sorti de notre problème. On est bien d'accord. Quand on les interroge, malgré le fait qu'on a une taxation record en France, en Europe, malgré le fait qu'on ait des prélèvements obligatoires encore trop lourds, des prélèvements sociaux encore trop lourds, malgré le fait qu'on ait une administration encore trop tatillonne, trop compliquée, trop lente. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, aussi, on a quand même des investisseurs qui viennent. Voilà. Donc, si on arrive à corriger ça, absolument, je pense qu'on arrive à avoir ça va être formidable si on corrige. Une micro-société française qui attire encore plus les entreprises étrangères. Ça commence à bouger dans le domaine de l'industrie du médicament, quand même, un tout petit peu. Il y a des entreprises, il y a quand même des entreprises, Sanofi, qui essayent de remettre des choses. Alors, vous avez raison, Sanofi est une magnifique boîte. Le problème du médicament, d'abord, il est européen, ce qui est empoisonnant. Ensuite, figurez-vous que le problème de l'industrie du médicament pharmaceutique, c'est que c'est un peu polluant. Et donc, il y a énormément, quand on veut s'installer en région en particulier, si vous dérangez une grenouille, c'est fichu. Il y a déjà absolument tous les écolos qui sont contre l'implantation, parce que quand on implante une usine, il y a un pré, il y a des grenouilles. Jean-Luc va s'énerver. Allez-y. La grenouille contre le médicament. Je souris. Voilà, c'est Sophie, excuse-moi, mais c'est caricatural un peu la grenouille. Oui, c'est peu de le dire. Non, mais personne ne peut nier qu'il y a un progrès qui a été fait depuis 5-6 ans. Voilà, donc les chiffres sont là. Sur le retour de l'industrie. Alors ça suffit pas. Jean-Luc, ici, et je voudrais après, et Alexis. Jean-Luc, sur le retour des entreprises en France. Mais on a la chance en France, et depuis des années, un peu plus que depuis 5-6 ans, d'avoir des investissements. On est une France, quand je regarde les chiffres de création d'entreprises depuis des années, ça, c'est vrai que ça a un peu augmenté, d'accord, mais ça ne baisse pas. Nous sommes un pays attractif par rapport à beaucoup d'autres pays. Regardez la situation allemande par rapport à la situation française. Quand on la regarde, on s'aperçoit que la France n'est pas si mauvaise que cela par rapport à l'implantation. Quant aux histoires d'impôts, excusez-moi de penser, mais j'ai vraiment envie de parler d'autre chose, mais je le dis quand même, la taxation des très grandes entreprises, on voit bien qu'elle n'existe pas suffisamment. C'est un des débats européens, c'est un débat français, c'est un débat mondial par rapport à la taxation des très grandes entreprises. Je ne parle pas des PME ou des TPE, là n'est pas le problème, mais la taxation des grandes entreprises, on s'aperçoit que globalement, ils échappent pour une grande partie à l'impôt. Des méga-entreprises, c'est vrai, mais très peu. J'ai dit ça. Mais ça, c'est une dizaine d'entreprises. Il y a à la fois et alors c'est énorme comme chiffre d'affaires. Allez, Alexis. Il y a à la fois l'évasion fiscale, effectivement, des très grandes entreprises qui se portent très bien. Évasion ou optimisation ? On appelle ça comme on veut, mais c'est de l'évasion. Et intra-européenne, d'ailleurs. C'est les deux. Et puis, il y a surtout aussi, si on est attractif, c'est qu'on fait aussi des ponts d'or. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le Brexit, on avait fait des annonces pour faire venir les banquiers de la City de Londres à Paris en leur disant mais si vous venez, vous inquiétez pas, vous payerez pas des impôts comme les Français. Ça s'appelle la concurrence. Le siège de la FIFA, on était prêt à faire une niche fiscale pour avoir le siège de la FIFA. Donc en France, on est prêt à faire des il n'y a pas qu'en France. C'est la concurrence. Non, mais c'est tous les pays qui font ça. Oui, mais font des ponts d'or. Regardez un peu ce qui se passe. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. Voilà. Et c'est le patron de TPE, de PME qui paye l'URSSAF, qui se saigne pour faire vivre sa boîte alors que les prix explosent, que ce soit pour l'énergie. Mais non, mais c'est pas vrai. Et le reste, c'est vrai, malheureusement. Non, la correction entre les grandes entreprises, l'impôt sur les sociétés
payé par les grandes entreprises, ce qu'on appelle les grandes entreprises, les très grandes entreprises et les PME, est en train d'être corrigé petit à petit, année après année. Bon, regardez les chiffres, c'est clair. Bah Jérôme Dubu, Jean-Luc de Benamias, Sophie de Menton, Alexis Poulain, on marque une courte pause et on se retrouve juste après l'info de 11h pour continuer à tenter de se mettre d'accord sur Sud Radio jusqu'à midi. À tout de suite. Allez, on parle vrai jusqu'à midi. On va tenter de se mettre d'accord avec nos 4 débatteurs que je resalue. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne et éditorialiste à Sud Radio le jeudi matin. Poulain sans réserve, c'est tous les vendredis de 12h à 13h. On fait notre tour de table des coups de cœur et des coups de gueule. Alors, après une petite page économique et une notion... et médicale. Et médicale, hein, tout à fait, Sophie. Jérôme, cette fois, on part sur l'international. Alors moi, je rentre dans l'international. Oui. C'est un coup de gueule contre les déclarations qu'a fait M. Erdogan hier devant le Parlement turc, en disant plusieurs choses. D'abord que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste, au contraire, que c'était des libérateurs et des moudjahidines. Je reprends ces expressions stricto sensu. Des libérateurs et des moudjahidines. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des résistants. Voilà, qui défendent leur terre, puisqu'il l'a redit. Deuxième chose, que l'envahisseur, c'était quand même Israël. Il l'a rappelé, alors qu'il était il y a un mois, il était en train de négocier avec Israël. Je vous le rappelle, puisqu'il avait reçu Netanyahou à New York, ils s'étaient vus, ils s'étaient serré la main, ils s'étaient embrassés, enfin, tout ça allait bien. Et en un mois et demi, il a complètement changé. Alors, il y a eu le 7 octobre, évidemment, mais plus profondément... ces déclarations posent quand même un problème, parce que la Turquie était jusqu'alors restée plutôt en réserve, en disant non, bon, le Hamas, effectivement, a commis un certain nombre de crimes, mais c'est dû au fait que la bande de Gaza est effectivement clôturée et claquemurée depuis un certain nombre d'années. Bon. Et puis là, hier, il y a quand même eu une déclaration de la Turquie, qui est un élément essentiel du Proche-Orient et du Moyen-Orient, un État essentiel pour l'évolution, une déclaration fracassante de Erdogan. Alors, il nous a habitués, Erdogan, à ces déclarations fracassantes, évidemment, c'est pas la première. En général, c'est pas forcément suivi des faits, mais là, il a été applaudi à tout rompre, et moi, je reviens d'Istanbul, qui est plutôt la ville la plus ouverte de Turquie, c'est pas Ankara, qui est assez occidentalisée, notamment sur, évidemment, la rive droite. Et j'ai vu la population à 100% derrière le Hamas. Mais pardon, Jérôme, je me suis trompé ou il avait été assez élogieux envers Macron? Oui. Il avait été très élogieux envers Macron. Non. Il a demandé s'il n'avait pas un problème psychique. À un moment. Alors, bon, ça, c'est les déclarations d'Erdogan en disant mais Monsieur Macron est tombé sur la tête. Enfin, moi, je me souviens plus très bien de l'expression. Donc, il est habitué à ce genre de déclarations fracassantes. Mais le plus inquiétant, c'est que j'ai vu ces manifestations devant les consulats. Puisqu'il y a une rue à Istanbul qui regroupe tous les consulats, qui était d'ailleurs claquemurée par la police. Il y a eu un mort, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a eu une quarantaine de blessés parmi les forces de l'ordre. C'était la semaine dernière. Et au moins 40 à 50 000 Turcs manifestant pour le Hamas. Pour le Hamas. Bon, à Istanbul, qui est quand même la ville la plus ouverte. C'est pas Ankara, encore une fois. Et donc, on sent bien là, quand on y va, que la Turquie, qui n'est pas le pays le plus engagé sur le soutien au Hamas, ni sur le soutien à l'OLP, qui était en train de s'ouvrir, on sent très bien que la pression de la rue est extrêmement forte. Impossible de faire la différence entre le Hamas, c'est ça. Ce que vous dites, Jérôme, Jean-Luc, est-ce que la pression de la rue du monde arabe aujourd'hui fait pression, justement? Donc, comment vous analysez tout ça dans les propos des uns et des autres vis-à-vis d'Israël? J'élargirais au niveau géopolitique mondial. On s'aperçoit bien que le sud de la planète a une attitude totalement différenciée de la position notamment européenne, ou de la position de la France, ou de la position d'un certain nombre de pays occidentaux. On voit des manifestations monstrueuses dans tous ces pays. Mais j'élargirais par rapport à M. Erdogan, excusez-moi, certes, le conflit israélo-palestinien est principiel aujourd'hui, dans l'actualité. Mais je n'oublie pas l'attitude de la Turquie par rapport à l'Azerbaïdjan, par rapport à l'Arménie. Un conflit chasse l'autre, malheureusement.
Ukraine, Azerbaïdjan, Arménie, et maintenant Israël-Palestine. Mais ce qui se joue dans la période géopolitique, au niveau de ce qui peut se passer entre l'aide de la Turquie à l'Azerbaïdjan, pour que l'Azerbaïdjan récupère des parties de territoire arméniennes, est malheureusement, une totale vérité. C'est-à-dire que on est dans un espace aujourd'hui où la maîtrise des conflits devient extrêmement difficile. Et pour moi, je n'ai jamais cru une seule seconde que la position de M. Erdogan soit une position pacifiée. M. Erdogan est dans cette espèce de processus d'existence de l'existence de la grande Turquie, et donc à ce niveau-là, qu'il ait pris des positions par rapport au Hamas ne m'étonne guère par rapport à tout ce qu'il peut développer. Mais je le redis, un conflit chasse l'autre malheureusement, mais en ce moment, même si ce qui se passe en Israël-Palestine et ce qui se passe en Israël est une horreur, ce qui se passe à Gaza est une horreur, je n'oublie pas ce qui peut se passer dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent au niveau du territoire arménien. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Je finis la conclusion parce que le coup de gueule n'était pas expliqué. En réalité, le même jour, le Parlement turc, le même jour, hier, le Parlement turc votait l'adhésion de la Suède, enfin ratifiait l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. Jusqu'à maintenant, il a été un partenaire assez réglo. Il n'y a quasiment rien à dire. Il y a encore des bases américaines qui sont parfois utilisées en Turquie sans aucun problème, des bases aériennes. Et tout d'un coup, on a un revirement. Alors, est-ce que c'est un revirement plus profond qui correspond à l'évolution de la société, à l'évolution de la Turquie, ou est-ce que c'est encore un coup de gueule un peu non réfléchi de la part d'Erdogan? Point d'interrogation, on saura. Mais voilà, je mets en relation le fait que la Turquie appartienne à l'OTAN et que c'est un partenaire essentiel dans cette région, et le fait que M. Erdogan soutienne le Hamas et les considère comme des libérateurs. C'est un jeu de dupes, hein, Jérôme, tu le sais. Je sais bien, mais ça ne peut pas durer très longtemps. On va continuer. Non, bien sûr que non. Jean-Luc, puisque vous avez la parole, vous aviez un coup de cœur. Oui, dans la période, j'essaie de trouver des coups de cœur. C'est pas facile. C'est le coup de cœur pour une association française qui s'appelle Les Guerrières pour la Paix. C'est une association qui réunit en France des femmes d'origine musulmane ou d'origine juive, qui est créée depuis 1 an avant la recrudescence du conflit, qui essaye de trouver dans cette période des voies de réelle pacification, notamment entre les peuples, mais aussi sur notre propre pays, qui appelle, elle, à des manifestations. Il y en a eu une à la place du Châtelet dimanche dernier, qui ne sont pas avec des drapeaux ou palestiniens ou israéliens, qui sont avec des drapeaux blancs, qui essayent. Ça s'est élargi, évidemment, il n'y a pas que des femmes d'origine musulmane ou des femmes d'origine juive. Il y a des femmes maintenant qui se réunissent, les hommes sont les bienvenus d'ailleurs aussi, pour essayer dans la période d'avoir une parole de pacification, une parole modérée, une parole qui n'excite pas et qui ne met pas en place des foules qui commencent à crier des slogans injurieux, des slogans guerriers. Voilà, je pense que c'est extrêmement utile et qu'on a besoin de ce genre d'association. Oui, je crois aussi. Petite nuance, moi je n'ai pas vu dans les manifestations pro-Israël, il y en a une qui était celle du CRIF, où il y avait à peu près 30 000 personnes. Je n'ai pas vu de slogan, comme tu le dis, injurieux à l'égard de la Palestine. Aucun. Mais j'ai pas dit ça non plus. Non, mais l'inverse c'est vrai par contre. L'inverse c'est vrai. Dans toutes les manifestations pro-palestiniennes, on a des slogans: mort aux Juifs, mort à Israël, Israël assassin, Macron complice. Voilà. Ça n'est pas. Jérôme, ça ne m'a pas échappé. Voilà. Donc le parallèle est un petit peu. La seule manifestation que j'ai faite moi ces derniers jours, en dehors d'autres choses sur l'Arménie, c'est la manifestation appelée samedi dernier à Marseille, à l'initiative d'Emmaüs et de la Ligue des droits de l'homme, qui était ni drapeau, seul drapeau présent, les drapeaux blancs. Très bien, parfait. Je dis pas très bien, je m'en félicite. On est content. Personne n'en a parlé. Oui, mais ça, alors là, c'est la faute des médias. Non, mais c'est la faute de personne. Mais j'essaye de trouver dans la période par rapport qu'il y a encore des gens bien. Et on essaye de trouver les gens bien et d'avoir des choses qui apaisent, notamment. Parce qu'apaiser en Israël et en Palestine, c'est très difficile. Mais avoir un pays comme la France qui ne serait pas apaisé, ou d'autres pays du monde qui ne seraient pas apaisés, alors là, on va dans le mur.
Un mot de conclusion, Sophie ? Un tout petit mot. Ce qui est très inquiétant, c'est en fait, il faut aujourd'hui faire la différence entre le Hamas et la Palestine. Et ce qui est dramatique, c'est la confusion. Et que ça devient, les musulmans finissent par soutenir le Hamas. Et je veux pas, il faudrait absolument une Palestine. Et comment faire comprendre cette différence ? Et dans le monde entier, le problème est réel. Séparer le Hamas de la Palestine. Allez, on s'arrête encore un court instant, une petite pause et ensuite le coup de gueule d'Alexis Corbière. Corbière, non. Ouais. Ah non, Pas encore. Alexis Poulain. Il est les filles, mais enfin bon. C'est une insulte. Elle est faite, ça y est. Ah non, mais ils sont tous les deux les filles, ça c'est bien connu. Dans le bêtisier. Non, mais pardonnez-moi, Alexis Poulain, bien sûr. On va parler des EHPAD dans un instant. Ça n'a aucun rapport d'ailleurs. Allez, à tout de suite. En compagnie de Jérôme Dubu, Jean-Luc Desmamias, Sophie de Menton et Alexis Poulain. Voilà, je vais le recopier 200 fois. Pardon pour ce petit. Monsieur Dubu, ça va faire un infarctus. Oui. Mais Jean Corbière, c'est un copain. Non, mais après tout, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est parti tout seul. Alexis, alors on va s'intéresser, on va vous expliquer. On va parler de bouillie immangeable. C'est le triste constat de l'association 60 millions de consommateurs. C'est ça, qui sort un rapport sur les repas dans les EHPAD. Alors on se rappelle tous du livre Les Fossoyeurs en 2022, après le scandale Orpea. Mais les scandales dans les EHPAD, ça continue. Il faut savoir que pour assurer 3 repas par jour, c'est entre 3 à 6 euros que déboursent les différents EHPAD. Pour Corian, c'est 4,35 euros pour les 3 repas. C'est au gramme près. Parfois, ça va jusqu'à enlever les croûtons de la soupe de poisson, ce genre de choses. L'inflation fait que c'est encore pire pour ce qui est de la qualité des repas. Il y a des économies surtout, 11% d'inflation, et surtout sur les produits alimentaires. Le problème, c'est que les résidents d'EHPAD ne mangent pas tout, ou ne mangent pas parfois, parce que les bouillies n'ont pas de goût. La nourriture mixée, pour ceux qui ont du mal à mastiquer, parfois elle est donnée aussi à des gens qui pourraient mastiquer. Et là, c'est peu ragoûtant, avec aucun goût, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans en réalité. Ça amène à des situations de dénutrition, situations qui ensuite amènent à des accidents, puisque les résidents d'EHPAD deviennent de plus en plus faibles. Il y avait un rapport de 2021 de la Défenseure des droits, déjà. On est en 2023, rien n'a changé. Et le pire, c'est qu'avec les horaires aussi des repas dans les EHPAD, ce que nous dit 60 millions de consommateurs, c'est que les résidents se retrouvent avec parfois plus de 14 heures sans manger, ce qui n'est pas du tout recommandé en réalité, entre le repas du soir et le repas du matin, sans compter tous ceux qui ne mangent pas parce qu'il y a un manque de personnel pour assurer les repas. Et donc, quand c'est des repas collectifs, il y a une personne qui va gérer une salle, mais quand c'est des gens qui sont en grande difficulté, là, parfois, il n'y a personne et c'est des gens qui ne mangent pas. Voilà, donc c'est un scandale de plus dans les EHPAD. Le constat a été fait en 2022, mais ça continue et malheureusement, c'est toujours un constat qui est fait. Et malheureusement, dans les hôpitaux, parce que je voudrais qu'on reste sur les EHPAD en comparaison avec ce qu'on oblige à faire dans les crèches et les cantines scolaires. C'est-à-dire qu'il y a des règles de présentation, de qualité alimentaire. Il y a des gens qui viennent contrôler. On invite les parents aussi. Tous les EHPAD sont pas de. Voilà, ma mère a été dans un EHPAD où d'ailleurs elle est morte. J'ai vu des gens d'une qualité extraordinaire. Elle a été merveilleusement bien soignée. Elle a été accompagnée. Bon, attention parce que on a tous pratiquement quelqu'un de notre famille dans un EHPAD où ça arrivera. Et je comprends très bien ce que vous dites. Et c'est exact. C'est le rapport de 60 millions. Oui, mais c'est pas. On a l'impression que maintenant un EHPAD c'est devenu diabolique. Non, il y a des EHPAD formidables. Mais c'est pas ce qu'on dit. Je partage ce que dit Sophie. J'ai connu le même cas avec ma mère. Mais tant mieux. Ça se passait très bien. C'était un EHPAD qui dépendait du conseil départemental des Côtes-d'Armor, parce qu'elle était en Bretagne, et ça se passait très très bien. Voilà, il y avait assez de personnel, etc. Alors c'est peut-être une exception, je sais pas. Mais moi c'était privé, ça se passait très bien. Voilà. Alors c'est pas une exception, c'est une enquête qui est assez vaste et nationale. Faut pas généraliser non plus. Et qui remonte aussi des familles et des résidents et qui ont étudié tous les menus et la façon dont c'était présenté. Une petite parenthèse aussi, parce que j'avais vécu ça de très près avec maman, et il y a aussi le directeur de l'établissement me disait dans les EHPAD que on était la seule famille à aller voir maman qui était une très vieille dame, et que les familles sont absentes à un point, et que si les familles aussi réagissaient un petit peu sur le moment, ça se passerait pas comme ça. Elles vont voir des personnes âgées souvent une fois par trimestre, et encore. Donc il y a aussi la responsabilité individuelle. C'est pas du tout pour enlever le scandale de ce rapport qui doit évidemment amener à autre chose, mais tout le monde peut aussi réfléchir à ça.
il y a encore un groupe de familles qui a porté plainte contre un autre groupe d'EHPAD dont j'ai oublié le nom pour de la maltraitance. Donc ça continue quand même. Les familles, certaines sont absentes, oui, mais d'autres qui sont présentes voient bien le problème. Et le problème plus vaste, qui est celui de la qualité des repas, du personnel aussi. On parlait tout à l'heure des difficultés de recruter, le fait qu'il n'y ait pas assez de monde pour s'occuper de ces personnes dépendantes, c'est un vrai sujet. Ça, c'est une réalité. Dans les hôpitaux, la nourriture quand même est épouvantable pour les personnes. La nourriture n'a pas de goût. Même chose, on est servi à 10h30 pour déjeuner et à 5h pour dîner. Je suis désolée, les hôpitaux pour les gens très malades qui restent là, mangent pas non plus. Et c'est la famille qui apporte des compléments. Je rappelle que suite à l'affaire du livre des Fossoyeurs, on avait promis un plan grand âge. Ça fait 3 ans. Jean-Luc, sur cette, on va dire, cette non-réaction finalement devant le dossier du grand âge, et après on passera au grand thème de l'actualité. J'ai vécu la même chose avec ma mère, donc dans un EHPAD qui n'était pas si mal géré que ça, mais je pense que évidemment, en plus il y a eu la période Covid, chacun ne l'oublie pas, il a été dramatique dans de très nombreux EHPAD, vu les difficultés de gestion pendant la période Covid, l'interdiction de voir ma mère, par exemple, pendant plusieurs semaines, puisque c'était interdit. Donc le contrôle des familles, dans ces cas-là, devenait absolument impossible, puisque nous ne pouvions même plus rentrer. Je ne parle pas de l'EHPAD dans lequel vit ma mère, parce que je pense qu'il a été relativement bien géré par rapport à beaucoup d'autres. Je pense, moi, que quand on est sur des grosses boîtes qui gèrent ces EHPAD, je parle des grosses boîtes, il y en a un certain nombre qui font des réductions de coûts. J'ai beaucoup travaillé, moi, quand j'étais maire adjoint dans une ville de banlieue parisienne, sur les cantines scolaires. Tu es revenu, Christine, un peu là-dessus. Tout dépend du prix qu'on met au départ et de ce qu'on accepte de mettre. Ces grosses boîtes sont prêtes à faire de la nourriture de très bonne qualité. Mais évidemment, à 4 € le repas ou à 3,5 € le repas, on fait pas de la grande qualité. 3,5 €. Donc c'est un choix de ces grandes entreprises de faire des réductions de coûts sur des choses absolument nécessaires, qui sont de la nourriture de qualité. C'est valable pour les EHPAD, c'est valable pour les écoles, c'est valable pour certains hôpitaux. Oui, mais alors, il faut regarder quel est le coût des établissements qui sont gérés par des collectivités locales. Moi, je faisais allusion tout à l'heure à celle de la Côte d'Armor. Ça veut dire que les contribuables doivent payer. Voilà, c'est QFD, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est pas toujours le cas, parce que il y a des gens qui considèrent que non, l'argent doit être mis ailleurs, dans des routes, dans des équipements publics, etc. Bon, voilà, donc c'est un vrai sujet de société, et c'est un vrai débat. Et comme on vieillit tous terriblement. Mais ça a un coût. On va avoir Et c'est un coût qui va devenir de plus en plus important. C'est un coût qui va devenir de plus en plus élevé. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, et je rappelle donc on attend toujours le plan grand âge. Et puis une fois qu'il y aura le plan, c'est pas pour ça que ça marchera. Hein. Non, non, ça va pas se régler, mais au moins on peut essayer de penser que les choses. Il y a des plans qui marchent. Il y a des dossiers. Bien sûr qu'il y a des plans qui marchent. Allez, on va parler. Oui, merci. On va évoquer. Il nous reste 1 minute, un petit peu près de 2 minutes pour commencer à parler du bilan d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. Ça devrait suffire. Jean-Luc, tiens, voilà, c'est le dernier qui parle qui a raison. Jean-Luc, comment on le résume? Bon, il y a un porte-avions qui arrive. On le résume par des phrases faites au départ que l'Élysée a été obligé de rectifier juste après le passage de M. Macron. Alors après, il s'est rattrapé. Voilà, après, il a lancé cette grande initiative de grande coalition. On n'a pas bien compris. Voilà. Je conçois que le président de la République puisse être fatigué et que dans la géopolitique, en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Mais quand même, l'analyse générale, c'est que ça n'a pas été très brillant. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec Jean-Luc. Ça ne m'étonne pas, Jérôme. Évidemment. D'abord, je trouve que c'est très injuste, parce que c'est le seul dirigeant européen et occidental à avoir vu toutes les parties. Il est le seul, il n'y en a pas d'autres. Ni Joe Biden, ni Rishi Sunak, ni Scholz, personne. Il a vu tout le monde. En un record de temps. Premier point. Deuxième point, je renvoie à ce qu'a dit le général Sisi, donc le dirigeant égyptien, qui a remercié très chaleureusement Emmanuel Macron pour l'activité et l'activisme qu'il a développé pendant ces 48 heures et depuis le 7 octobre. Alors,
il est trop tôt pour voir quels sont les résultats. L'élément essentiel, et Emmanuel Macron l'a dit en arrivant en Israël, c'est quand même la libération des otages. On en parle assez peu, c'est l'élément essentiel. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Il paraît qu'il y a une liste de 36 personnes qui est en train de courir en ce moment, qui seraient, je parle vraiment sous toute réserve, qui seraient libérées grâce à l'initiative du Qatar. Moi, je n'en sais pas plus. Mais si ça a au moins ce résultat-là de ce voyage, c'est déjà énorme. Allez, on va continuer d'en parler avec vous quatre. On n'a pas entendu tout le monde. On s'arrête un court instant. Il est bientôt 11h30 et on se retrouve juste après pour débriefer le déplacement d'Emmanuel Macron pendant 2 jours au Proche-Orient. À tout de suite. En compagnie de Jérôme Dubuche, Luc de Benamias, Sophie de Menton, Alexis Poulain, je ne me trompe plus maintenant. On était en train de débriefer donc le déplacement d'Emmanuel Macron ces 2 jours passés au Proche-Orient. Quel bilan, que faut-il en retenir? Il y a ce que l'on voit finalement, Alexis, et ce que l'on ne voit pas dans une visite comme celle-là. C'est sûr qu'une visite comme celle-là, c'est des discussions diplomatiques qui n'ont pas à être étalées sur la place publique. Et clairement, la France est le seul pays qui a essayé de rencontrer tout le monde. Ça, c'est vrai de le souligner, d'aller de Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, au président Herzog, à Netanyahou, etc. Et l'objectif premier, c'était à la fois montrer le soutien des familles françaises, des otages français, et aussi des familles endeuillées, puisqu'il y a eu des morts de l'attaque terrible du Hamas. Donc ça, c'était l'objectif premier. Pour la libération des otages, on espère qu'il y aura un mouvement, évidemment. Maintenant, l'autre chose à retenir, c'est l'envoi d'un navire hôpital au large de Gaza. C'est extrêmement important aussi, parce que si le blocus continue, les hôpitaux de Gaza pourraient manquer d'électricité. Certains disent, pourquoi que maintenant ? Parce qu'il a fallu négocier. Enfin, quand même, l'attaque arrive le 7 octobre. Non, mais parce que l'armée américaine, c'est trop tard. Bon, non, mais je pose la question. Enfin, pourquoi que maintenant? Je crois qu'avant ça, il y a la sidération. Il y a aussi le questionnement, savoir combien de Français étaient morts, retenus en otage, etc. Les autres nationalités également. Quelle va être la réponse de l'État hébreu? Tout ça, c'était encore très flou il y a quelques jours. Puis il y a eu l'affaire de l'hôpital avec cette roquette. Dont on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, qui a perturbé d'ailleurs la visite de Joe Biden, puisqu'il n'a pu voir que Netanyahou, il n'a pas vu les autres partis. Il fallait pas recommencer ça, surtout pas. Surtout pas. Donc je crois qu'on peut pas accuser Emmanuel Macron d'avoir été trop lent, même si on a entendu ça dans les dernières semaines. C'était important, je pense, de prendre le temps et de ne pas rajouter de l'improvisation ou un faux pas qui aurait pu être terrible. Allez, on distribue la parole. Sophie et Jean-Luc également. Oui, juste un mot. C'est vrai que quand le président se déplace, que ce soit un accident ou autre chose, c'est ou trop tôt, il s'est précipité, ou trop tard, c'est jamais le bon moment. Donc c'est un mauvais argument. En revanche, je me pose des questions. Un navire hôpital, pourquoi la France est le seul pays au monde à envoyer un navire hôpital ? Je me demande, ça m'interpelle beaucoup. Et est-ce qu'il faut le faire ? Probablement, humainement, on a envie de se dire oui, mais je trouve que c'est pas évident. Et aujourd'hui arrive aussi donc via l'Égypte un avion chargé militaire, un avion chargé de matériel médical. Jean-Luc, un commentaire sur, on va dire ce que l'on voit sur une situation extrêmement délicate. Il n'a échappé à personne que quand on regarde les images regardables de ce qui se passe là-bas, les centaines de camions qui attendent de pouvoir rentrer au sud de Gaza. Et donc, le bateau, c'est très bien. Est-ce qu'il pourra intervenir réellement par rapport aux hôpitaux qui existent sur Gaza ? Et c'est bien toute la difficulté, c'est-à-dire que, et on le voit tous les jours, est-ce que l'État israélien, le gouvernement israélien est d'accord pour que les produits absolument nécessaires, notamment les produits médicaux, puis plus l'alimentation, plus l'eau et ainsi de suite, puissent arriver sur le sud de Gaza. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je dis pas que c'est simple et je dis pas que monsieur Macron est le président de la République est responsable de ça. Bien évidemment. Heureusement. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas débloquées. Oui, mais regardez ce qui s'est passé avec les premières livraisons qui ont eu lieu, là, les 20 et quelques camions. Oui, les 20 camions. Deux ou trois fois 20 camions, ça fait 60 camions, je crois, qui sont passés. Bref, peu importe le nombre, mais il y avait du carburant.
Bon, il y avait du carburant pour alimenter les hôpitaux, pour alimenter les groupes électrogènes, parce qu'il n'y a plus d'électricité, etc. Enfin, tout le monde connaît ça par cœur maintenant. Eh bien, que s'est-il passé? Une partie de ce carburant, visiblement, a été confisquée par le Hamas. Évidemment. Mais pour leur propre fonctionnement. Donc, je comprends, moi, que les Israéliens soient très, très, très vigilants et très... alors, malgré les catastrophes humanitaires qu'on nous prédit, soient très vigilants là-dessus. Parce que si ça sert au Hamas, si vous voulez, c'est catastrophique. Voilà. Cette complexité totale de la situation, nous sommes tous d'accord. Il n'empêche que pour 80% de la population qui vit à Gaza, c'est le malheur absolu. Mais on est d'accord. On est tous d'accord. Mais je sais bien qu'on est d'accord. J'essaie de ne pas polémiquer. Mais le Hamas contrôle tout, de A à Z, tout, comme une dictature. Le Hamas et d'autres organisations terroristes. Oui, le djihad islamique. Sur le territoire de Gaza. Alors, on est toujours sur ce sujet du Proche-Orient avec ce matin donc une incursion de chars israéliens qui ont fait une incursion dans la bande de Gaza. Donc on est tous suspendus à cette opération militaire terrestre aujourd'hui. Le monde retient son souffle et j'avais envie de dire en même temps on lit aussi, on entend les hésitations de Benjamin Netanyahou, Alexis. Le piège est refermé. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que l'opération terrestre pourrait être catastrophique pour l'armée israélienne. Il y a une peur aussi de pertes humaines graves du côté israélien, pas seulement du côté palestinien, puisque le Hamas est organisé. Il y a l'affaire des tunnels, bien entendu, mais aussi tout un plan de guérilla sur l'entrée dans Gaza. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, il y a la communauté internationale qui commence à tempérer. On a entendu le président Biden, l'ancien président Obama et d'autres à dire attention, Israël devra intervenir dans le cadre du droit international et attention, pas de catastrophe humanitaire. Donc ça commence aussi à peser cette question-là et heureusement. D'ailleurs, les derniers mots d'Emmanuel Macron avant de rentrer en Europe, c'était pour justement dire qu'une vie palestinienne, une vie israélienne, c'est la même chose. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Donc on voit bien que là, ça commence à se tendre. Et puis la question finale, c'est est-ce que l'objectif d'éradication du Hamas peut être atteint par une opération terrestre dans la bande de Gaza? Et c'est loin d'être assuré. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus. Et puis l'armée américaine qui vient en soutien et qui a dit justement à M. Netanyahou d'attendre un peu pour mettre encore un dôme aérien contre les roquettes, etc. et assurer un soutien logistique aussi à l'armée israélienne. Donc, qu'est-ce qu'on disait sur la valeur de la vie d'un SS à l'époque? Jérôme. Oui, moi je suis très circonspect sur cette affaire parce que je vois, dans le cadre de mon association La France-Israël, je vois beaucoup d'Israéliens. Il est inconcevable pour eux que Israël n'envahisse pas Gaza. C'est inconcevable. Et moi, j'aurais la même réaction si j'avais subi ce qu'ils ont subi. 1500 morts dans des conditions épouvantables, etc. Alors, il y a une guerre de communication et on voit bien que les opinions internationales sont en train de se retourner. Effectivement, que l'Occident, tout pays confondu, devient assez réservé sur l'envahissement de la bande de Gaza par Israël, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Israël ne peut plus aujourd'hui supporter des attaques terroristes systématiques, continuelles, quasiment quotidiennes. Alors celle-ci a été particulièrement épouvantable, mais c'est quotidiennement. Bon, elle ne peut plus supporter ça. Mais donc la solution, c'est quand même d'éradiquer le Hamas, et je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'en envahissant la bande de Gaza. J'essaye de regarder quelles sont les autres solutions, je n'en vois pas. Et la question qui est posée aussi, comme autrefois également dans d'autres déclenchements de conflits suite 11 septembre par exemple, c'est et après? Oui, alors ça c'est la vraie question, mais moi je me souviens de ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, et les Israéliens nous disaient mais non, mais Hamas, on les contrôle, vous inquiétez pas, ils gèrent plus ou moins la bande de Gaza, ils font tampon avec la population, on leur donne de l'argent via le Qatar, etc. Tout ça se passe bien. En réalité, non. En réalité, non. Le Hamas s'est radicalisé. Il a, dans son article 1 de sa charte, la destruction d'Israël. Point final. D'accord, mais donc comment voulez-vous négocier? Jérôme, après, après, on en revient à deux États, qu'est-ce que vous voulez, mais ça, aujourd'hui, il n'y a plus d'interlocuteurs, ni d'un côté ni de l'autre. Jean-Luc, je voudrais vous entendre. Des interventions de Joe Biden, qui a beaucoup d'interventions, donc des choses peuvent échapper, c'est de demander à l'État israélien d'arrêter
de continuer les colonisations violentes en Cisjordanie. Et c'était une autre question pour pas ouvrir un autre conflit avec la Cisjordanie. Cisjordanie dans lequel, chacun l'a vu, c'est bien de rencontrer le président de l'autorité palestinienne, mais il n'y a plus d'autorité palestinienne. Et donc la difficulté par rapport à tout cela, c'est de ne pas ouvrir une nouvelle porte en Cisjordanie avec des dizaines de colonies israéliennes et de faire que... Moi, je ne sais pas comment régler le problème de Gaza, parce que je pense, Jérôme, et je pense que tu penses pareil que moi, on peut pas éliminer 1,5 million de personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire? L'Égypte n'est pas là pour récupérer les 1,5 million de personnes qui vivent à Gaza. Mais ça fait à peu près 20 ans que je dis à mes amis israéliens qui sont un peu vent debout aussi là-dessus, que considérer qu'une poche de pauvreté de 2 millions de personnes avec 4 000 euros, 4 000 dollars de revenus annuels à côté d'un État plus ou moins florissant économiquement, où le revenu par personne est de 45 000 dollars, 4 000 dollars contre 45 000 dollars, ça ne tient pas. Et avec les mêmes masses de population, à peu près, si on Donc, la vocation d'Israël, c'était aussi de développer économiquement la bande de Gaza. Ça n'a pas été fait. Malheureusement, alors on donne des permis de travail pour des gens qui viennent travailler dans le bâtiment, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Et qui d'ailleurs, la bande de Gaza, c'est d'une pauvreté épouvantable. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est le ferment de toutes les terroristes. Jean-Luc et Alexis. Là où on est d'accord, c'est sur le côté. Moi, j'ai réappris beaucoup de choses, comme tout le monde, par rapport à tout cela. Sur la bande de Gaza, c'est des centaines de milliers de réfugiés qui sont issus des territoires israéliens quand il y a eu le reflux et que Israël avait créé le territoire israélien à l'époque de 67. Et ces gens-là sont totalement perdus. En plus, ils sont quand même dans un blocus généralisé. Ils n'ont pas le droit de circuler, sauf avec autorisation pour aller travailler, comme tu l'as dit, Jérôme, aussi bien dans le bâtiment que dans l'agriculture. Voilà, on est dans une situation bloquée sur laquelle la bande de Gaza, ces populations sont prises en otage. De 1947. Je finis, Jérôme. Prioritairement pris en otage par les terroristes du Hamas. D'accord, mais de 1947, au moment où l'État d'Israël a été créé, jusqu'en 1967, guerre des 6 jours, la bande de Gaza a été gérée par l'Égypte, qui n'a strictement rien fait. Strictement rien fait. De 67 à 2005, ça a été géré par Israël, qui n'a pas fait grand-chose non plus. Et depuis, c'est le cirque épouvantable. Voilà. Donc c'est un territoire qui, depuis 1947, a été totalement abandonné. Et ça, c'est pas possible. Ça peut pas continuer. Voilà, on va refermer temporairement cette page concernant donc le déplacement d'Emmanuel Macron et les informations de la matinée sur la situation au Proche-Orient. On va ouvrir une autre page, celui de la sécurité en France et l'après-émeute, puisque Madame Borne, la Première ministre, va présenter les actions du gouvernement post-émeute dans les banlieues et pas que dans les banlieues. C'était en juillet dernier. On sera à la Sorbonne tout à l'heure et on en parle avec vous 4. À tout de suite. Avec Jérôme Dubu, Jean-Luc Benamia, Sophie Menton, Alexis Poulain. Alors, 2 petits retours en arrière. On me signale, puisqu'on parlait des EHPAD tout à l'heure, que si on a le classement des hôpitaux, on a le classement des lycées, le classement des collèges, le nouvel Obs sort le classement des EHPAD, les 300 EHPAD passés au crible. Donc, il y a un classement qui est fait par la rédaction de l'Obs, si ça vous intéresse. Et puis également, on parlait justement des colonies sur le dossier du Proche-Orient. Hier, Jean-Jacques Bourdin recevait l'ambassadeur d'Israël en France et il a dit que les colonies n'étaient pas un obstacle à la paix. Voilà ce qu'était la position actuellement officielle du gouvernement israélien. 4 mois après les émeutes dans les banlieues, je le rappelle, 2500 bâtiments publics, 800 blessés, des millions d'euros de dégâts. Après la mort de Naël, donc les quartiers et les quartiers périurbains également s'étaient enflammés. La Première ministre, donc à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, va présenter des mesures, nous dit-on, régaliennes pour répondre en présence de nombreux maires. Ils seront 500, les 500 maires les plus touchés. Alors ces mesures régaliennes seront suivies d'une visite demain à Chanteplot-les-Vignes. Ce conseil doit apporter des solutions, dit-on, aux problèmes récurrents des quartiers prioritaires, tant sur le plan de l'emploi, du logement que de l'école ou des discriminations. Très attendu aussi le plan d'Aurore Berger qui a trait au soutien à la parentalité, au rétablissement de l'autorité parentale.
parentale. Est-ce qu'on peut répondre en 4 mois, les uns les autres, comme ça, à un dossier qui a enflammé le pays au sens propre comme au figuré? Qui veut commencer? Je me tourne vers ma gauche. Mais, Alexis. En 4 mois, on peut pas répondre. On était en train de se dire, pardonnez-moi, en début de semaine, c'est étonnant, on n'a encore rien vu venir. Bah oui, c'est normal. Il y a le temps de la réflexion. Je rappelle que Emmanuel Macron avait aussi réuni tous les chefs des différents partis à Saint-Denis, les rencontres de Saint-Denis. Il devait y avoir une deuxième rencontre le 30 octobre qui est annulée du fait de l'actualité internationale, enfin reportée. Pour ce qui est du plan, alors, je sais pas quel est le nom de ce plan. C'est le plan improvisation, c'est le plan SOS tout brûle, je sais pas, le plan apaisement. C'est sûr que là, il y a beaucoup de questions en réalité, parce que je vois pas ce que la puissance publique va pouvoir faire. Ce qu'on a vu pendant les émeutes, c'était d'abord la réponse policière qui était nécessaire et qui a été très forte, avec des brigades spéciales quand même dans les rues de nos villes, avec une force policière inédite. Mais après ça, qu'est-ce que vous voulez faire quand des gamins de 15, 16, 17 ans ont déjà dans la tête une idéologie qui fait que c'est la France l'ennemi, qui fait que de toute façon, regardez le cas de ce terroriste qui a tué Dominique Bernard. Il a été élevé dans la violence, il a été élevé dans une idéologie mortifère. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce sujet-là? Parce que c'est un sujet de société. Donc ça va pas être question de faire encore un plan avec beaucoup d'argent, des trucs, des associations. Ouais. Moi, je suis très inquiet parce que je ne vois pas de solution et je vois pas ce que peut faire la puissance publique pour gérer les prochaines émeutes, parce qu'il y en aura d'autres malheureusement. Alors, Sophie. Je pense qu'effectivement, il y a la gestion des émeutes, ce qui est un sujet. Le deuxième sujet, ce sont les jeunes, c'est fondamental. Oui, et je me demande si il ne faut pas faire dans la dentelle, en l'occurrence, ou pas dans la dentelle, au contraire, en tapant très fort. Mais l'autorité parentale, je crois que c'est un vrai problème. On sait que 60% ou 70% des jeunes, leur père est absent quand il y a des délinquants. La mère est seule et on voit que c'est une culture en plus où les femmes n'ont pas forcément une autorité suffisante. Alors, moi je sais pas, mais par exemple, le ministre de l'Intérieur, et c'est très bien, a dit qu'on allait virer immédiatement les enfants à partir de 11 ans jusqu'à 17 ans dans les collèges, quand ils proféraient des menaces, quand ils ne respectaient pas la France, etc. Ça a été fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces mômes? Ils sont dans la rue? Enfin, excusez-moi, moi, la première réaction, c'est on les vire de l'école. D'abord, constitutionnellement, je suis pas sûre qu'on soit très simple. On les met dans la rue, on fait quoi? Ils vont, si leur mère est là, bon, très bien, mais je veux pas quoi. Donc, je n'ai pas entendu. Il y a certainement une réponse, mais les enfants sont dans la rue. Il en a viré, je sais pas combien, il était content. Mais quelle doit être là? Je pense qu'il y a un truc. Il faut des maisons de redressement. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, bah oui, des maisons de redressement, ça s'appelait comme ça. Il y a des centres d'éducation. Alors il y a des centres d'éducation. Il n'y en a pas assez. Aux États-Unis, c'est incroyable parce que ça marche bien. C'est des trucs militaires. On leur apprend. C'est pas du tout, même pas forcément punitif. Mais il y a des levées de drapeaux. Il y a du sport. Il y a aux États-Unis, c'est immense les camps. Ce sont des camps d'éducation et je pense qu'il faut en multiplier énormément. Selon nos confrères du Parisien, 2 volets devraient être abordés, à savoir le volet sécuritaire sur l'évolution du rôle de la police et donc plus globalement aussi sur l'accompagnement des enfants avec la responsabilité parentale et une possibilité d'augmenter les sanctions pour le non-respect du couvre-feu. Ça, alors, c'est quelques idées qui fuitent. Oui. Alors, il y a aussi le renforcement des polices municipales, etc. Bien sûr. Bon, ça, c'est le rétablissement de l'ordre. C'est un sujet, j'allais dire, immédiat, conjoncturel, concret, voilà. Mais il y a toute la réflexion sur l'après. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des rénovations à titre professionnel de quartiers dans le cadre de l'ANRU, etc. Bon, j'ai bien vu ce qui s'y passait. Là où ça marche, c'est quand vous changez la population. Alors, vous avez des quartiers où il y a, j'allais dire, 100% de logements sociaux. Bon, ça marche pas. Là où ça marche, et la mixité, bien sûr. C'est de rétablir cette mixité. Alors ça, c'est un travail énorme, à long terme, mais il va falloir le faire. Ça.
C'est-à-dire que si vous vous occupez uniquement des boîtes aux lettres, de changer les boîtes aux lettres, de faire un peu plus d'espace vert, de faire de la rénovation thermique et que vous laissez les mêmes populations, vous aurez les mêmes résultats. Jean-François Copé a réussi à mot. Oui, c'est ce que j'allais dire. Jean-François a été excellent là-dessus. Encore faut-il arriver à faire accepter ce mouvement. Alors c'est ce que j'allais dire. Il y a eu beaucoup de réflexes qui disaient, de gens de droite comme de gauche, qui disaient non, on a fait le nécessaire. Les gens sont contents. Ils ont une qualité de vie supérieure, etc. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'y arrivera pas. Jean-Luc. Quelques rappels historiques sur la situation de nos cités et des banlieues des différentes villes, petites, moyennes et grandes. Plan de Michel Rocard dans les années 80. Demande de M. Macron à M. Borloo, il y a quelques années, de préparer un nouveau plan banlieue et un nouveau plan sur la structuration. Ces deux plans étaient fabriqués, travaillés de manière assez complète. Le problème, et ça ne surprendra personne, est un problème des sommes extrêmement importantes à mettre en jeu. De mettre en place, notamment sur ce que disait Jérôme, sur le fait que dans certains quartiers, il y a 100% de pauvreté. Donc tout ça devient extrêmement cher à remettre en place. Alors il existe une structure au niveau étatique qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse, qui essaye de faire du travail par rapport au suivi des condamnations, au suivi des jeunes qui ont été soit mis en centre de détention pour jeunes, soit mis en prison. Mais ces structures, comme d'ailleurs l'ensemble de la justice française, manquent énormément de moyens. Ça ne répondrait pas à tout, puisque le sujet est tellement complexe, tellement ancien, tellement énorme, je le rappelle, au niveau financier, mais remettre déjà, je le dis souvent, de la police de proximité, connue par la population, dans lequel les familles qui sont en difficulté, tu as raison Sophie, tu as raison de dire que souvent, ce sont les papas sont partis, et ce sont les mamans qui sont obligées de gérer l'ensemble de situations, souvent avec des familles, avec plusieurs enfants. Globalement, remettre en place progressivement une diversité, évidemment, dans les quartiers, mettre plus de moyens pour la protection judiciaire de la jeunesse et remettre de la police de proximité et remettre des centres sociaux d'accueil, de formation à la citoyenneté, de formation à la République française. Voilà. Quand j'ai dit tout ça, facile à dire, dur à mettre en place. Et puis les polices de proximité, il y a quelque chose d'épouvantable, je vois, parce que je connais bien le corps de la gendarmerie, et on peut pas les reconnaître, parce que tu disais à visage découvert et qu'on les reconnaisse. C'est pas possible, ils se font agresser, leurs familles se font agresser. Si on parle de ça, Sophie, j'entends bien, mais dans ces cas-là, si, je sais tout ça, on connaît ça, mais pour autant, on ne peut pas avoir des brigades de CRS qui débarquent. Je connais ça sur Marseille. Une semaine, 2 semaines, puis après ils disparaissent. Ils sont plus là. La population les voit arriver pendant une semaine, 15 jours. Il y a un peu de tranquillité, et puis après, disparition. Entre le plan Rocard et la demande d'Emmanuel Macron à Borloo, il y a quand même eu le plan Borloo, là, il y a eu la création de l'ANRU, et c'est là que tout s'est fait. Tu as raison, Jérôme. Oui, non, mais faut pas l'oublier. Et on en tire aujourd'hui les conséquences de ce plan qui a injecté des milliards d'euros dans ces banlieues. Des milliards d'euros, il faut que tout le monde le sache. On n'a pas, globalement, à part quelques exceptions, effectivement, Meaux, etc., on n'a pas changé les populations. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Moi, je le vois chez mes locataires des logements sociaux. Depuis 10 ans, on a constaté un appauvrissement de ces locataires, un manque de ressources, le fait que c'était tout à fait les mêmes profils qui arrivaient avec cette formidable loi Dallot de Monsieur Villepin qui pourrit complètement les quartiers. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est cette loi ? La loi Dallot, c'est droit au logement. C'est-à-dire que le préfet vous dit, vous prenez un tel dans vos logements, et puis vous n'avez pas à discuter, c'est comme ça. Et globalement, ce sont des gens en grande pauvreté. Voilà, on referme ce débat tous les 4. Merci beaucoup Jérôme, Sophie, Jean-Luc, Alexis de ce débat ce matin. On va se retrouver nous demain matin évidemment à partir de 10h et juste après l'info de midi. Vous avez rendez-vous avec André Berkoff. Belle journée, bon appétit, à demain.